Bonjour à tous, bienvenue sur 1626 Média, je m'appelle Kevin et aujourd'hui on est là pour une émission spéciale dédiée au métier du care. Tout de suite, générique. Madame Paris sera notre invitée avec Monsieur Lebon, ils sont là de l'EREA, et j'accueille tout de suite Monsieur Jouvry et Madame Moi. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors je vous laisse avec Jessie Lou qui va vous poser quelques questions. Moi, je vais commencer par vous, Monsieur Jouvry. Alors, pouvez-vous vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît? Alors, je suis Gaël Jouvry, je suis directeur du Centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Lô. Très bien. Et est-ce que vous pouvez présenter le CCAS de la ville de Saint-Lô? Alors, vous savez ce que c'est qu'un CCAS? C'est un établissement public rattaché à la commune et qui est en charge de gérer la politique sociale de la ville sur la commune de Saint-Lô. Il peut attribuer des aides, proposer des accompagnements sociaux ou même gérer des structures comme des EHPAD, des centres d'hébergement divers et variés. Donc, on a une palette de services très développée ici à Saint-Lô. Très bien. Et quels sont les métiers représentés au sein du maintien de services à domicile? Alors, effectivement, parmi l'offre de services que nous proposons, nous nous adressons notamment aux personnes âgées dépendantes qui ont besoin d'une aide à domicile pour pouvoir s'y maintenir et vivre tout à fait de manière satisfaisante, enfin le plus possible. Donc, nous gérons un service d'aide et d'accompagnement à domicile et un service de soins infirmiers à domicile. On gère aussi une maison de retraite, l'EHPAD la Fontaine-Fleury, mais je pense que vous en parlerez tout à Oui, l'heure. tout bon. En quoi consiste le rôle des agents? Alors, pour ce qui est de l'aide à domicile, il s'agit d'intervenir au domicile de personnes âgées pour les aider les aider, pardon, dans les actes de la vie quotidienne, les aider à faire leur ménage, leur repas, les aider à se déplacer, et puis pour faire un lien de convivialité. Donc ça, c'est le côté aide à domicile. Et s'agissant du soin infirmier à domicile, on est plus sur un aspect santé où nos collègues aides-soignants les aident les personnes à prendre leurs médicaments, par exemple. Ils font des toilettes complètes. Souvent, c'est des personnes qui sont alitées avec un lit médicalisé. Donc, ça réclame un diplôme un peu différent de celui des aides à domicile. Et quelles sont les difficultés que rencontrent quand vous aidez les personnes, etc. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Bah, la première des difficultés, c'est que les personnes sont souvent fragiles. Donc, il faut être bienveillant dans la façon d'intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on propose des formations, évidemment. Il faut des diplômes obligatoires pour exercer ces missions-là. L'autre difficulté, c'est que les agents qui font le service sont dans des domiciles privés, donc ils sont éparpillés dans la ville. Donc parfois, les professionnels se sentent un peu isolés. Donc c'est pour ça qu'on les dote d'une application, d'un smartphone pour pouvoir dialoguer s'il y a une alerte ou une problématique particulière avec le bureau. Et puis, il y a les déplacements d'un domicile à un autre. Donc, on fait en sorte de rémunérer, revaloriser les salaires et les indemnités pour que ça puisse prendre en compte aussi les coûts des trajets. Donc ça fait partie des difficultés inhérentes au métier. Et puis, il y a les heures découpées. Souvent, on intervient le matin, le midi et le soir. Donc, ça fait parfois des amplitudes dans la journée assez fortes. Donc, on gère les plannings au mieux pour que tout ça soit le mieux rationalisé possible, en fait. Très bien. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés pour recruter des nouveaux agents? Alors effectivement, aujourd'hui, la population vieillit, donc il y a de plus en plus de demandes et les gens sont de plus en plus dépendants puisqu'ils vivent de plus en plus vieux. Donc, et puis il y a beaucoup de nos collègues qui sont bientôt à l'âge de la retraite, qu'il va falloir remplacer. Donc l'idée, c'est de rendre ces métiers-là le plus attractifs. Alors, il y a des mesures gouvernementales lors du Covid qui ont été prises pour pouvoir, ce qu'on appelle le Ségur, pour pouvoir augmenter le niveau des salaires dans le soin comme dans l'aide à domicile. Et puis l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens qu'on a pour faire connaître ces métiers. Parce qu'on entend souvent dire que c'est dur, c'est pas intéressant, etc. Or, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y épanouissent et qui sont heureuses d'exercer ce métier-là.
et les organismes comme la mission locale, les organismes de formation, voilà, ce sont des bons relais pour attirer des personnes, jeunes ou moins jeunes, vers ces carrières-là. Euh, mais voilà, faut pas avoir peur de s'occuper des personnes fragiles. Ça peut être c'est très intéressant. Et venez nous rejoindre. Très bien. Et pour la dernière question, qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Je sais pas si le mot passion était adapté, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse à mon niveau d'intervention, c'est d'encadrer les chefs de service qui s'occupent justement des services d'aide à domicile, de leur donner tous les moyens pour assurer un service de qualité. Et puis, la satisfaction de rendre service à des personnes qui en ont besoin. Il y a des valeurs d'humanisme là-dedans, donc ça va bien avec le service public pour lequel je travaille. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je redonne la parole à Kevin. J'accueille tout de suite Emmanuelle Moi, elle est directrice de la maison de retraite EHPAD Fontaine-Fleury à Saint-Lô. Bonjour madame, Bonjour. ravi de vous accueillir. Alors pour commencer, quel est votre parcours? Alors, mon parcours, moi, je suis rentrée à l'EHPAD en tant qu'infirmière. Au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de besoins au niveau de l'encadrement. Donc, je suis passée infirmière coordonnatrice. Donc, c'est l'infirmière qui, en fait, fait moins de soins et gère un peu plus le fonctionnement d'équipe. Et en parallèle, donc, j'ai fait des études. Donc, c'est-à-dire que je travaillais la journée et je faisais mes études le soir pour avoir après un master en management. Et dernièrement, ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai été recrutée sur le poste de direction. D'accord. Directrice d'un EHPAD, c'est quoi? Alors, directrice d'un EHPAD, en fait, c'est un rôle assez stratégique. En fait, moi, je dépends du Centre communal d'action sociale, donc qui décline la politique envers les personnes âgées. Et moi, donc, en fait, avec tout ça, je dois faire fonctionner l'établissement et répondre aux obligations de l'établissement. En fait, je donne le cap au reste de l'équipe. Et c'est quoi pour vous les métiers du care? Alors, pour moi, les métiers du care, c'est les métiers alors du prendre soin, donc là, on est vraiment sur de la définition, de base. Mais alors prendre soin, en fait, on pourrait, se cantonner au côté médical, en fait, vraiment le soin médical, pur et dur. Pour moi, prendre soin, c'est encore un peu différent parce qu'on peut prendre soin, en faisant en sorte, en fait, que la personne aille bien. Donc c'est-à-dire, de tout faire pour qu'elle soit, confortable, tout faire pour remédier à son confort. D'accord. Et quelle tâche détestez-vous faire, pardon? Ah! Alors, il y en a pas beaucoup. À la limite, ce que je dirais détester, c'est vraiment, en tant que directrice, en tout cas, c'est la difficulté, des remplacements quand il y a des arrêts maladie. Pas par rapport au fait de trouver, parce qu'en fait, on a quand même une équipe qui est assez soudée, on va s'auto-remplacer, on va changer l'organisation. Et puis des fois, on a aussi des anciens stagiaires qui viennent nous aider, renforcer le week-end. Mais en fait, je déteste cette tâche parce que ça me stresse en fait. Ça me stresse de rappeler mes collègues quand elles sont en repos pour leur demander si elles peuvent venir me dépanner. Ça me stresse de leur demander de faire un effort sur leur vie personnelle pour modifier un peu les horaires. Donc, elles le font toujours avec bonne volonté, mais c'est vrai que c'est quand même du stress. Et puis on se dit, bah, il suffit qu'ils soient tous occupés et que j'ai pas de solution, vu qu'en fait, c'est des personnes qui sont tout le temps là. Donc, il y a une continuité de service, comme on dit, il faut tout le temps s'en occuper. Donc, voilà. Ce que j'aime pas, c'est le stress que ça peut engendrer sur mes fonctions. Et quel type de métier proposez-vous? Alors, au niveau de l'EHPAD, justement, quand on parle des métiers du care, on peut partir du principe qu'à l'EHPAD, tous les métiers sont des métiers du care. Que ce soit donc au niveau du soin pur, donc il y a les infirmières, parce qu'on est médicalisé. EHPAD, en fait, c'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et le D de dépendance veut dire qu'en fait, on a une équipe médicale, enfin médicalisée en tout cas, donc infirmières et aides-soignantes. Donc il y a forcément des infirmières, des aides-soignantes. On a aussi des agents sociaux qui sont des vrais bras droits parce qu'ils nous aident sur le soin et aussi sur de l'entretien hôtelier, donc tout ce qui est entretien des chambres, etc. Après, ils vont aussi aller un peu sur du volet d'animation. On a une équipe de restauration, on a un animateur
Et par exemple, on a l'agent d'entretien qui peut aussi être considéré comme du métier du soin parce qu'en fait, eh ben, de faire des menus travaux, il est bien identifié auprès des résidents et bah, quand il est connu des résidents, il vient leur régler la télé, il vient leur réparer une ampoule, des choses comme ça. Bah, en fait, ça fait aussi partie de leur confort de vie. Et pour la dernière question, ça aurait été dans quel cadre prenez-vous des stagiaires? Alors oui, on prend beaucoup de stagiaires, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi ce qui nous aide, bah, des fois, à ne pas avoir trop de difficultés de recrutement, parce que si on encadre bien les stagiaires et qu'ils sont contents de leur stage, bah, après, ils ont forcément envie de revenir travailler. On a des partenariats avec les écoles, donc école d'infirmières, école d'aide-soignante. On a des partenariats avec les lycées qui proposent des bacs pro aide à la personne, et aussi avec le lycée Euréa, par exemple, avec que vous allez interviewer tout à l'heure. Donc, on peut aussi avoir, des stagiaires, bah, par exemple, j'ai eu des stagiaires, juste pour une immersion, voir à quoi ressemble un EHPAD dans le cadre d'un stage collège ou d'un stage lycée, parce que des jeunes qui se cherchent, eh ben, ils veulent venir voir, stage d'observation, 3, 5 jours, tout ça, c'est faisable. D'accord. On vous remercie beaucoup. De rien. Je repasse maintenant la parole à Kevin. Merci. Merci Joachim, merci Madame Moi. Tout de suite, on va regarder l'interview d'une infirmière libérale pour 1626 médias. 1626 médias. Prendre Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue au 1626 Média. Nous sommes au Forum des métiers. Je suis en présence de Coralie. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? bien et vous? Ça va très bien, merci. Du coup, vous êtes infirmière, c'est ça? C'est ça. D'accord. Quelle formation faut-il effectuer pour devenir infirmière? Pour être infirmière, il faut intégrer un institut de formation en soins infirmiers et c'est une formation qui dure 3 ans, en alternance entre des cours théoriques et de la pratique, des stages. Quel parcours avez-vous suivi du coup? Alors moi, j'ai passé un bac général, un bac S. Suite à mon bac, j'ai fait une prépa pour les formations, enfin pour l'IFSI, pour intégrer l'institut de formation en soins infirmiers. Et ensuite, j'ai intégré un institut de formation en soins infirmiers pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai eu mon diplôme infirmier, voilà. Quel est le principal inconvénient de ce métier? Le principal inconvénient du métier. Alors je pense que un des gros inconvénients, c'est peut-être les horaires en décalé. Le fait de travailler, tôt le matin, tard le soir, de nuit, de jour, les jours fériés, les week-ends. Mais ça peut aussi être un avantage parce que du coup, on a des jours en semaine, ce que toutes les professions n'ont pas. Et ce qui peut être plutôt pas mal pour, la vie personnelle, pour les rendez-vous et tout ça en extérieur, c'est pratique d'avoir des jours en semaine. Et il y a d'autres avantages que ceux que vous m'avez dit? Au métier d'infirmière, d'autres avantages, oui. Alors, c'est un métier qui est très, très riche. On rencontre plein de professionnels, des médecins, des cadres, des manip radio, des kinés. Enfin, c'est vraiment, très, très, très large comme métier et puis on rencontre aussi, toute la population. Il y a pas enfin, moi, je travaille principalement avec des personnes âgées, mais on accueille quand même globalement, tous les âges et c'est hyper enrichissant au quotidien. D'accord. Bah, c'est cool. Oui. Quelle est la principale qualité à avoir? Je pense qu'il faut aimer les autres, aimer le contact avec les autres, aimer, en fait, le social et le relationnel. S'il y avait une principale qualité, je pense que c'est celle-ci. Après, il faut aussi, aimer les responsabilités dans son métier. Est-ce que le métier d'infirmière mène à une autre voie dans le domaine médical? Mène à une autre voie. Alors déjà, rien que dans le métier d'infirmier, on peut exercer dans plein d'endroits différents. On peut faire du domicile, de l'intra-hospitalier, on peut aussi, travailler dans les écoles. Heu et puis il y a plein de spécialisations, possibles. Il y a la puériculture forcément. Maintenant, il y a les infirmières de pratique avancée aussi avec, en faisant des formations supplémentaires, on peut accéder, à d'autres niveaux. Et puis ensuite, alors je suis pas très au point, mais je pense qu'il y a des équivalences aussi, pour aller vers d'autres métiers, notamment paramédicaux. Est-ce que la reconversion sur un autre métier médical est simple? Je ne sais pas trop, honnêtement, j'en sais rien. C'est pas quelque chose, qui m'intéresse pour le moment, donc je me suis pas renseignée.
Et est-ce que le secteur recrute? Ah oui, le secteur recrute recrute énormément. On est en gros manque, enfin dans tous les métiers paramédicaux et médicaux d'ailleurs. Donc oui, on recrute énormément. Donc on vous dit, à bientôt, sur le 16-26 médias et encore merci de nous avoir, d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Merci. Et j'accueille tout de suite Madame Paris et Monsieur Lebon de l'EREA de Saint-Lô. Donc, je vais commencer à vous poser des questions à vous. Donc, dans le premier temps, comment allez-vous? Alors, moi, simplement, je suis professeur d'une école, donc, dans un lycée professionnel. Comment tu fais? Ah, un micro. Bah, sinon, il y en a beaucoup. Ah, pardon. Attendez alors. Ça arrive. C'est du direct. Donc, je suis professeur des écoles, donc sur le lycée professionnel adapté de Robert Doisneau, donc sur Saint-Lô. Et donc, j'encadre des élèves qui préparent un CAP en 2 ans, voire 3, ça arrive. Voilà, sur des matières générales, donc le français, l'histoire géo. Très bien. Et est-ce que la formation est accessible à tout le monde, tout public? Alors, la formation est accessible à tous ceux qui ont envie, en effet, de s'orienter sur ces métiers. À la fin de la troisième, ils passent dans le circuit AFELNET. Donc, ils ont fait ce choix-là. Souvent, nous, on est en lycée adapté, donc on a des élèves quand même qui sortent souvent de SECPA. Donc, ou alors ce sont des élèves du lycée également. Donc, voilà, on a ce genre d'élèves-là sur le lycée, mais on peut avoir un élève de troisième qui a envie de s'orienter là-dessus. Très bien. Et est-ce qu'il y a des rémunérations qu'on peut obtenir durant cette formation? Alors, cette formation, elle est gratuite, hein, on est en lycée public. Depuis cette année, nos élèves en stage vont bénéficier d'une gratification, donc qui est de l'ordre pour les premières années de 50 € par semaine, en sachant qu'ils ont donc sur les 2 ans, ils ont 14 semaines de stage. Voilà, donc en deuxième année, ça augmente un petit peu, ça doit tourner autour de 75 € par semaine. Voilà, c'est la seule gratification qu'ils ont. Pour le reste, tout est gratuit. Et pour la dernière question, quelles études complémentaires? Alors nos élèves, donc après ce CAP AGA, peuvent en effet s'orienter sur une mention complémentaire pour justement travailler dans les ADMR en tant qu'aide à domicile. Et sinon, si leur niveau scolaire le permet, elles peuvent, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier féminin, donc on a très peu de garçons, on en a un cette année, pour la première fois sur la première année AGA. Ils peuvent s'orienter sur un bac pro ASP. Donc, c'est de l'aide aux personnes, c'est du soin aux personnes, voilà, soin aux personnes. Ça peut concerner les personnes âgées, les enfants. Donc, Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces questions. Et je vais donner la parole à Kevin. Et on accueille tout de suite Monsieur Lebon, qui est directeur des formations à l'EREA de Saint-Lô. Bonjour Monsieur Lebon, un plaisir de vous revoir. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter pardon, votre métier? Alors moi, je suis directeur des formations dans le lycée, donc mon travail consiste à faire en sorte que les plateaux techniques fonctionnent bien, l'approvisionnement en matières premières, le matériel, m'occuper des examens de fin d'année, le partenariat entreprise, et puis après c'est du petit quotidien, voilà, c'est les gestions d'élèves, la gestion des PFMP, période de formation milieu professionnel. Parce que nos élèves, quelle que soit la formation que l'on est dans le lycée, les élèves sont là pour 2 ans, en règle générale. Et par année, il y a 7 semaines de période de formation milieu professionnel. Donc, il y a des partenariats jeunes avec qui la PFMP se passe très bien, d'autres qui il faut revoir ou recalibrer, et puis voilà. D'accord. Est-ce que vous proposez d'autres formations? Alors, à l'EREA Robert Doisneau, oui, on a 8 formations. Mhm. Donc, 3 formations de service. Et puis, c'est une formation plutôt dans les bâtiments usagés.
Sur les formations de service, c'est l'AGA, hein, l'agent accompagnant en covoiturage. Après ça, on a les cuisiniers, CAP cuisine, CAP HCR, donc CSHR, c'est commercialisation de services en hôtel, café, restaurant. Après, si on bascule sur l'entre-deux, ça va être les jardiniers paysagistes qui dépendent du ministère de l'Agriculture, qui fait aussi du service et de la production. Et puis après, on arrive sur le métier du bâtiment, c'est-à-dire maçon, alors c'est appelé toujours hein, maçon, menuisier, peintre, applicateur de revêtement, et puis voilà. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Juste, je peux continuer encore. Oui, bah, vous pouvez continuer après. Donc, nos formations se font toutes en 2 ans. Ouais. Elles ont la première année, on a tous nos jeunes, on les fait, on leur permet de suivre la formation sous le statut de scolaire. Deuxième année, c'est toujours possible, hein, avec 7 semaines de PFMP en première année, 7 semaines de PFMP en deuxième année. Sinon, la deuxième année est aussi possible sous le statut d'apprenti. Voilà. Et apprenti, c'est un rythme différent. Tous les jeunes ne sont pas faits pour l'apprentissage, mais depuis 2018, il y a une loi qui est passée, donc la liberté de choisir son avenir professionnel. Et du coup, les jeunes ont la possibilité, s'ils font un apprentissage, de rebasculer, revenir pour repoursuivre leur formation en statut scolaire. Voilà. D'accord. Eh ben, merci à vous De d'avoir rien. répondu à nos questions. Je repasse maintenant la parole à mon confrère Kevin. Merci Joachim, merci Monsieur Lebon. Pour rester dans l'univers de l'EREA, on va regarder tout de suite le reportage que Gaëtan, Joachim et Sébastien sont partis tourner l'autre jour pour 1626 Médias. 1626 Médias. Prendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous, je suis Joachim, bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, nous allons retrouver les formateurs de CAP AGA de l'EREA de Saint-Lô. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis enseignante sur des écoles sur cet établissement, donc le lycée Robert Brany, c'est l'enseignement adapté. Et j'encadre principalement les CAP AGA. On va D'accord. parler un petit peu plus tard. Moi, je suis directeur délégué aux formations. Je m'occupe des différentes formations. Est-ce que vous pourriez présenter la formation? Déjà, c'est dans la première année, donc on accueille les élèves en CAP AGA. Donc AGA, c'est agent accompagnant comptage. C'est un CAP qui se déroule en 2 ans, comme tous les autres CAP, avec 7 semaines de stage en milieu, ou sur des EHPAD ou des foyers résidents. Comment fait-on pour s'y inscrire? Grande question. Eh oui. Le 30e, alors vous savez, quand la fin de la 3e, Mhm. donc les élèves rentrent dans une machine, donc ils ont fait des choix. Voilà. Donc nos 3e sortant avec un diplôme, avec le DNB ou le CFG, qui est le premier diplôme de certification de 3e, peuvent donc s'inscrire tout simplement et rentrer dans la machine en fonction du nombre de points. Voilà, ils ont cet accès sur le CAP. Et puis dans l'année aussi, on a des fois des entrées tout au long de l'année, avec des jeunes migrants, des jeunes allophone. Et du coup, notre but, c'est de leur remettre le pied à l'étrier. Quelles compétences sont acquises suite à cette formation? Elles sont diverses. Il y a des compétences de savoir-être, comme on disait tout de suite, par rapport à la personne. Il y a des compétences professionnelles, techniques, l'accompagnement de la personne âgée en général. Au niveau des débouchés, est-ce que, parce qu'il y a des débouchés, Parce qu'il y a des débouchés. Et il y en aura de plus en plus. écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous de nous avoir suivis sur 1626 Médias. À la prochaine. Et j'accueille tout de suite Luna et Inès. Elles sont stagiaires à l'EREA de Saint-Lô. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions à vous deux. Donc, je vais faire une question par une question et puis vous allez y répondre. Alors, quelles compétences faut-il avoir pour faire la formation que... Être à l'écoute des personnes âgées. Il faut être calme aussi, il faut aimer travailler en équipe
Il faut aussi également aimer le contact avec la personne. Il faut aussi pas se... Bah, en fait, il faut garder, par exemple, si on parle avec une personne, faut pas aller le répéter à quelqu'un qu'on connaît pas. Oui, voilà. Je comprends très bien. Et donc, pourquoi avoir choisi cette formation? Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous avez voulu faire ça? Bah, moi, parce que à la base, j'aime bien le contact avec la personne âgée. Sauf que bah, au fur et à mesure du temps, bah, je me suis aperçue que c'était plus trop ma voie. Et du coup, bah, je m'éloigne du CAP petit à petit. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu? Ah, au début de l'année, j'étais pas venue pour le CAP AGA. J'étais venue pour le CAP Petite Enfance. Sauf que du coup, j'ai refait dans les stages. J'ai bien aimé, du coup, je pense que je vais continuer comme ça. Ouais, au départ, c'était plus pour les Exactement. enfants et tu t'es aperçu que t'aimais plus les personnes âgées. Voilà. Et est-ce qu'il y a un internat? Oui, Oui, Et vous y êtes, vous, pardon? oui. oui, toutes les deux. Est-ce que il y a une journée type? Genre, est-ce que vous avez des journées où, enfin, qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Le matin, on arrive déjà d'une, on se change. On met un pantalon, une blouse, des chaussures de sécurité. Et puis après, on va chacun dans notre poste. Donc, par exemple, le matin, on fait le ménage des chambres. Ce qui veut dire, il y a des grands ménages et des petits ménages. Dans les grands ménages, on fait tout, la poussière, les toilettes, le lavabo. On déplace tout. Et après, on finit par la toile. Et dans les petits ménages, on fait juste le lavabo et les toilettes et la toile. Ok. Et c'est pareil pour toi aussi, du coup? L'après-midi, on fait des activités, par exemple sortie, peinture, dessin, etc. Et sinon, il y a des jeux de société, des puzzles, Ouais, jusqu'à 16h30. vous êtes un peu libre, on va dire. Oui, voilà. Ok. Et du coup, pour la dernière question, combien de temps dure la formation? 2 ans. 2 ans. 2 ans? Ok. C'est clair, moi. Ok. Et bah, merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis, est-ce que vous voulez dire d'autres choses par rapport à ça Non, non. Vous en êtes contente de la formation? Oui. Oui. Super. C'est bien. Comment si toi, t'as réussi à trouver ta voie qui n'était pas celle de base? Merci d'avoir répondu à ces questions. Je vais laisser la parole à Kim. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jessilou. Merci les filles pour vos réponses. Et moi, j'accueille tout de suite Charlotte, qui est une jeune de la mission locale. Elle va nous parler de son parcours en tant qu'auxiliaire ambulancière. Bonjour Charlotte. Bonjour Kevin. Alors, raconte-nous. Eh bien, en 2019, la mission locale m'a conseillé d'aller travailler à la DMR Hmm. et ça m'a donné envie de devenir ambulancière. Du D'accord. coup, T'as déjà de j'ai l'expérience un peu là-dedans ou pas du tout? dans le secours, Ouais. non, pas du tout. Non? Vraiment, genre aucun stage et tout? Non, D'accord. non, non, c'est vraiment une envie que j'ai eue de voilà, d'aider D'accord. les autres. Donc, à la suite de ça, j'ai fait 2 stages grâce à la mission locale dans 2 entreprises différentes et du coup, ça m'a convaincue que je voulais vraiment faire ça, quoi. Très bien. Donc, je suis partie à l'IFA de Caen. Euh, c'est là où j'ai appris enfin, sur une formation de 2 semaines, donc une semaine de théorie, une semaine de pratique pour avoir les bases du métier. Après ça, je suis partie travailler dans 2 entreprises où j'ai pu conduire une ambulance, transporter des patients à leurs rendez-vous médicaux et faire des gestes et soins d'urgence pour les victimes pendant les urgences. D'accord. Est-ce qu'il faut un permis spécial quand on conduit une ambulance? Oui, il y a un permis à passer. En soi, on faut faire une demande à la préfecture. Donc, D'accord. dès qu'on a eu notre diplôme d'auxiliaire ambulancier, faut faire une demande en préfecture d'un permis ambulance, où là, on passe du coup une visite médicale. Mhm. Et c'est là où ça nous, si elle est bonne, du coup, cette visite, on a notre permis d'ambulance. Du coup. Très bien. Et du coup, ce que je vais dire, c'est que comme dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Donc, il faut vraiment que ce soit un métier de passion parce que c'est avec les horaires qu'il y a, etc. Enfin, il y a beaucoup d'heures, on compte pas forcément ces heures.
et c'est pas forcément facile de travailler en équipe pour certaines personnes. Ouais. Donc vraiment, voilà, ça c'est le point à souligner. D'accord. Et du coup, tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu es toujours là-dedans? Non, j'ai arrêté pour des raisons personnelles, mais par contre, je suis bénévole secouriste à la Croix-Rouge. Ah, super, ouais. Ouais, il y a une super cohésion d'équipe là-bas. On fait des postes de secours. Il y a des entraînements réguliers. Et on Mhm. fait aussi des réseaux de secours où on travaille avec le SAMU. Un réseau Donc de ça, secours, c'est quoi? un réseau de secours, c'est comme si, je sais pas comment expliquer, comme les pompiers, si on veut, des gardes. Mhm. En fait, on fait des gardes le week-end ou de nuit. D'accord. Et du coup, on est appelé pour partir pour faire un renfort en fait du SAMU, des pompiers, etc. quoi. Ok, d'accord. Voilà, ouais. Eh ben, je te remercie énormément. Et si je peux dire, Bien du sûr, coup, vas-y. c'est que si des jeunes veulent vraiment essayer au secours, à l'urgence, etc., si ça les intéresse, pardon, et ben il faut vraiment venir nous rejoindre à la Croix-Rouge. Eh bien, le message est passé. Merci, Voilà. Charlotte. Ce plateau touche à sa fin. Je remercie tous les intervenants, tous les chroniqueurs et intervieweurs. Je vous retrouve très bientôt sur 1626 Média.